Bonjour à toutes et à tous, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur l'espace Agora, qui est un espace de conférence où on va aborder différents sujets thématiques jusqu'à 18 h ce soir et puis on sera encore de retour demain matin. Vous avez des programmes qui sont disposés sur les chaises de l'espace Agora. On parle de méthanisation, de photovoltaïque, d'agrivoltaïsme, tout un tas de sujets qui vous aident dans la transition énergétique. Alors, je m'appelle Laetitia Chaussès et je serai donc avec vous pour animer cette conférence et la suivante également. Une conférence qui est proposée par la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes sur cet espace Agora via sa filiale, la Banque de la Transition Énergétique, qui est donc partenaire du sommet sur cet espace. L'idée de ce lieu de conférence et de ce programme, eh bien, c'est de venir vous apporter des éclairages sur des sujets en lien avec la transition, avec des experts techniques, des experts financiers aussi, qui viennent vous apporter des conseils, des connaissances et aussi répondre à toutes vos questions sur ces sujets. Alors, nous allons commencer notre troisième conférence de l'après-midi. On entend parler depuis plusieurs années de décarbonation. Alors, c'est un mot qu'on retrouve dans de nombreux secteurs d'activité, y compris dans l'agriculture. Décarboner, c'est trouver des solutions pour réduire les émissions de CO2. Et pour les agriculteurs, ça pourrait passer par de nouveaux outils pour cultiver la terre, notamment des tracteurs, des robots 100% électriques, comme ceux conçus par Sabi Agri et fabriqués par Sabi Agri, qui est une entreprise installée à Saint-Beauzire, pas loin d'ici, et qui existe depuis 2017. Et je suis donc en compagnie de deux représentants de Sabi Agri, Camille Cross, responsable du développement et de l'impact, et Johan Kuzmina, responsable commercial pour le secteur Nord-Est. Bonjour à tous les deux et bienvenue. Je vais vous laisser la parole, donc vous allez pouvoir nous présenter votre sujet, vous allez pouvoir nous parler de tout ce que vous faites au sein de Sabi Agri pour contribuer à la transition des agriculteurs. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Merci beaucoup à BPORA pour nous donner cette opportunité de présenter l'entreprise et les agroéquipements électriques et leur place dans la transition agroécologique. Donc, je suis Camille Cross, donc responsable de développement, et avec Johan. Nous allons vous présenter la place des agroéquipements électriques, d'abord les tracteurs dans la transition agroécologique et ensuite les robots et comment nous, Sabi Agri, on se positionne pour pouvoir accompagner les agriculteurs dans cette transition agroécologique. On va commencer par quelques mots sur Sabi Agri. Donc, Sabi Agri est une entreprise familiale. En fait, nous décarbonons l'agriculture au travers de nos véhicules durables qui sont des tracteurs et des robots 100% électriques qui sont à la fois légers et polyvalents. C'est important de préciser que Sabi Agri est né du besoin terrain et en particulier de l'expérience de nos cofondateurs Laure et Alexandre Prévost-Osmani qui étaient agriculteurs avant de fonder l'entreprise. Et c'est vraiment important aujourd'hui de continuer à garder cet esprit terrain et besoin des agriculteurs pour la transition agroécologique. Nous allons commencer par notre premier sujet qui est donc l'électrique comme un levier de la transition agroécologique au travers des tracteurs. En effet, on entend de plus en plus parler de tracteurs électriques et on va voir comment leurs caractéristiques techniques présentent des avantages majeurs pour l'agriculture et comment ils vont être adaptés à l'agriculture. Johan, est-ce que tu peux nous présenter ces caractéristiques techniques de façon plus détaillée, s'il te plaît ? Oui, bonjour à tous. Effectivement, il peut être intéressant pour savoir un peu de quoi on parle, d'avoir quelques éléments de comparaison entre ce qui est utilisé aujourd'hui ultra majoritairement, le tracteur thermique tel qu'on le rencontre dans les champs, dans les vignes ou dans tout type de culture, au tracteur électrique. Alors, le premier élément intéressant en termes de comparaison, à la base, pour que le tracteur avance, il nous faut tout simplement un moteur. Dans le monde des tracteurs thermiques, on est bien d'accord que le moteur est constitué de tout un tas d'éléments, de pièces, sur lesquelles on aura éventuellement de l'injection, on aura, ou alors un carburateur pour les modèles les plus anciens, une ligne d'échappement, un réservoir. Dans le monde du tracteur électrique, on est sur un moteur monobloc
avec une transmission d'énergie qui sera beaucoup plus directe et donc un nombre d'éléments présents sur ces parties moteurs beaucoup moins important, ce qui peut induire tout un tas de choses, dont notamment des questions d'entretien sur lesquelles on reviendra plus tard. Pour la partie transmission aujourd'hui, alors nous il est vrai que jusque-là on travaille principalement le milieu viticole, mais on va pouvoir échanger sur d'autres projets par la suite dans cette conférence. Ce qu'on reconnaît, c'est que pour avoir une puissance et un couple donné, il correspond dans 99% des cas à un régime moteur donné. Parfois, on peut rencontrer quelques incohérences sur la relation entre la vitesse de travail nécessaire et le régime moteur nécessaire pour faire tourner l'outil par rapport aux vrais besoins de l'utilisation de la machine. Dans le monde du moteur électrique, on aura le couple maximal qui sera disponible tout de suite sans aucun lien avec le régime moteur. Là aussi, ça peut être tout à fait intéressant, notamment quand on a besoin d'actions très coupleuses, type faire tourner un rotor, des choses de cet ordre-là, sur des faibles vitesses, sans avoir besoin de monter le régime moteur pour avoir la puissance nécessaire, et du coup être beaucoup moins énergivore que ce qu'on pourrait l'être avec un moteur thermique. Après vient la question du poids. La question du poids, elle est assez simple. Le moteur thermique lié aux différents composants qui le structurent est un élément complexe, de plus en plus complexe, avec un certain nombre de pièces et de capteurs. À ça, on vient additionner un réservoir d'essence souvent de plus en plus gros, qui peut faire varier notamment le centre de gravité. Un réservoir de 300 litres plein ou vide, on décale forcément beaucoup le centre de gravité de la machine. Dans le monde du tracteur électrique, on a des moteurs, en l'occurrence chez nous, ce sont des moteurs de roues qui viennent se placer du coup au plus près du sol et des coffres de batterie qui viennent se placer sous la machine. On vient gagner fortement en stabilité puisque dans ces cas-là, on peut choisir l'endroit le plus adéquat en termes de compacité de la machine pour abaisser le centre de gravité et encore améliorer les capacités de traction et de stabilité à la parcelle. Et enfin, si on aborde le contrôle de l'outil, puisque la machine en elle-même ne servira à rien si on ne parlait pas du contrôle de l'outil, aujourd'hui, le contrôle d'un outil hydraulique, comme son nom l'indique, c'est de l'engrenage, c'est du système hydraulique de contrôle, c'est du poids en plus, des risques de perte de puissance liés à de la fuite, à de la perte de pression. Aujourd'hui, le rendement d'un moteur hydraulique, quand tout va bien, on flirte avec les 35% à son grand max. Le rendement énergétique d'un moteur électrique, on est au-delà des 90%. Clairement, utiliser un outil électrique ou mécanique, s'il n'est pas nécessaire d'hydraulique dans ce cas-là, trouve tout son sens, puisque dans ce cas-là, le contrôle se fait par un ordinateur qui est capable de gérer des consignes avec une précision qu'on n'obtiendra jamais avec un autre mode de contrôle, qu'il soit hydraulique notamment. Super, merci Johan. Du coup, si on synthétise un peu ça, on voit que les différences techniques qu'on a entre la motorisation thermique et la motorisation électrique influencent directement les performances des machines pour la réalisation des opérations culturales. Donc ici, sur cette slide, on vous propose une synthèse des avantages globaux de l'électrique par rapport au thermique. Donc on en a inscrit 4. Le premier, Johan l'a bien explicité durant ses explications, c'est la consommation d'énergie. En effet, elle est significativement beaucoup plus faible avec un modèle électrique qu'un modèle thermique équivalent, puisque la motorisation électrique va consommer seulement l'énergie qui est nécessaire pour cultiver, ni plus ni moins. Et Johan a bien mis en avant les chiffres d'un moteur hydraulique qui va avoir un rendement d'environ 30%, tandis que l'électrique va dépasser les 90%. Ensuite, il y a un aspect qui est très important, c'est sur le confort de travail. En effet, les tracteurs électriques vont être silencieux et ça va avoir un impact qui est très positif pour les personnes qui vont conduire les machines, puis ça va diminuer la fatigue et le stress. On n'a pas de vibration ou alors très peu. Et là, ça va avoir un impact significatif sur tous les problèmes musculo-squelettiques qu'on connaît avec les tracteurs thermiques qui secouent beaucoup. Et ça, ces caractéristiques sont importantes pour les tractoristes, puisque aujourd'hui, on a une pénurie de tractoristes et du coup, ça redore le métier, ça redonne envie de pouvoir refaire ce métier. Du coup, il y a 2 autres caractéristiques. Est-ce que, Johan, du coup, avantages, tu peux nous les donner, s'il te plaît ? Oui, en petit complément sur la partie contrôle des outils, en plus de la
précision apportée par le fait que ce soit un ordinateur qui contrôle la chose avec un nombre de décimales qui est infini et du coup on est capable d'obtenir des choses très fines. La partie confort liée à l'électrique, notamment nuisances sonores et paramètres liés aux vibrations, fait qu'une journée de travail se passe quand même beaucoup mieux. C'est pas forcément notre premier argument quand on discute avec, en l'occurrence dans mon cas plutôt des viticulteurs dans le monde du tractorisme, du machinisme. Par contre, il est clair qu'au bout d'une journée d'utilisation ou même d'une demi-journée, quand on leur demande de reprendre les machines thermiques, le confort, quand on a une semaine de labour ou de choses de cet ordre-là réalisées, il est indéniable. Après, autre détail qui n'en est pas un, la partie entretien. La partie entretien, elle n'est pas négligeable. Alors, il y a le coût lié à l'entretien. Aujourd'hui, l'entretien d'une machine thermique classique avec les vidanges, l'entretien de la partie hydraulique est loin d'être négligeable en termes de financement. Et puis aussi l'organisation. Je suppose que la plupart des ateliers en France sont aujourd'hui malheureusement touchés aussi par la pénurie de main-d'œuvre. L'entretien d'un moteur électrique, aujourd'hui, c'est simple, il est à zéro. Il n'y a pas d'entretien du tout sur ce genre de machine. Donc en termes d'organisation du travail et de gestion du parc machine tout au long de l'année, c'est quand même un vrai plus de se dire qu'on n'est pas coincé entre une semaine quand tout va bien et un mois ou deux quand tout va mal à l'atelier pour un entretien basique de machine qui permet de ne pas l'utiliser sur des périodes où on souhaiterait l'avoir sur l'exploitation. Du coup, jusqu'alors, on a vu les avantages globaux de la motorisation électrique. Et maintenant, on va pousser un peu plus loin en se focalisant sur Saby Agri et comment Saby Agri tire bénéfice de cette motorisation électrique au travers de ses produits. Et on va faire un focus en particulier du coup sur notre tracteur électrique enjambeur Alpo qui est dédié à la viticulture. Du coup, Saby Agri est vraiment reparti du besoin de terrain pour reconcevoir une architecture mécatronique qui est unique, qui est brevetée et qui permet de caractériser ce qu'on appelle la juste puissance agronomique. En fait, la juste puissance agronomique, elle combine puissance et légèreté pour réaliser toutes les opérations culturales du travail du sol et d'entretien de la vigne sur une journée de travail. Et en fait, cette puissance, elle va être apportée par la traction direct drive. En fait, c'est que les moteurs, ils sont directement placés dans les roues, ce qui permet d'apporter la puissance qui est nécessaire. Cette juste puissance agronomique, elle va être aussi liée avec des caractéristiques environnementales fortes, avec une forte plus-value environnementale. D'accord, bon Camille, c'est super tout ça, mais concrètement, tu peux nous donner des valeurs chiffrées, des avantages en termes de préservation de l'environnement, d'éco-durabilité, enfin de tous ces termes dont on entend beaucoup parler, mais qui manquent de chiffres? Mais bien sûr. Du coup, à l'écran, vous pouvez voir quelques chiffres. Donc, le premier, c'est sur la préservation des sols. En effet, le tracteur électrique Alpo va être jusqu'à 3 fois plus léger qu'un enjambeur thermique équivalent. Donc, du coup, ça va limiter l'impact sur le sol, notamment limiter la compaction du sol. Mais ça va avoir aussi un impact sur la biodiversité du sol et les régulations qui sont en jeu dans le sol et qui sont un enjeu majeur pour la fertilité du sol. Le second impact, c'est sur l'atténuation du changement climatique. En effet, à l'utilisation, l'enjambeur n'émet pas du tout de gaz et donc pas du tout de CO2. Et ça permet d'éviter l'émission de 10,4 tonnes de CO2 par an et par machine. Donc on s'imagine bien que plus il y a d'enjambeurs électriques qui sont en action dans des exploitations, plus on compense les émissions de gaz à effet de serre. Et le dernier chiffre, c'est sur la consommation d'énergie. On en a beaucoup parlé jusqu'à maintenant dans la présentation en disant qu'effectivement, l'enjambeur, le tracteur électrique consommait moins d'énergie qu'un thermique. Et bien là, nous, on a le chiffre, c'est 10 fois moins d'énergie consommée. Donc ça va avoir un impact sur le coût. Du coup, Johan, est-ce que tu peux nous présenter cet impact de rentabilité que va avoir le tracteur électrique Alpo et aussi les avantages de confort pour l'agriculteur ? Eh ben, du coup, l'avantage d'un tracteur léger, déjà en termes de consommation au quotidien, on a besoin de moins d'énergie pour emmener le même outil. Nous, ça nous permet d'optimiser toute la chaîne et du coup d'utiliser des choses qui sont parfois plus petites, plus légères pour obtenir un rendement qui est le même en termes de capacité de traction des outils. Ça, c'est un premier point très important.
Après, aujourd'hui, ça nous permet vraiment de recentrer le besoin sur les besoins de l'agriculteur. Aujourd'hui, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un tracteur de 120 chevaux pour emmener... Alors, on va parler en premier du monde viticole, mais pour emmener une paire de charrues classiques, alors qu'en fait, on se rend compte que quand on optimise chaque élément de la chaîne et qu'on arrive à placer des moteurs aux bons endroits avec des consommations énergétiques qui sont calculées et optimisées, on se rend compte que finalement, avec presque 2 fois moins d'énergie, on arrive à obtenir le même travail. La technologie se veut quand même être intuitive. Je pense qu'aujourd'hui, la plupart d'entre vous, d'entre nous, on a tous un smartphone dans la poche. Trouver les fonctions de base pour avoir les premières utilisations, c'est devenu quelque chose d'extrêmement simple et de très accessible. Et c'est exactement la même chose dans le monde du tracteur électrique, où on a un ordinateur. Alors le mot ordinateur peut effrayer, sauf que l'ordinateur, vous ne le voyez pas. Vous avez un écran avec 5 boutons et un joystick, il y en a 5 aussi. Et avec ça, vous faites le tour des fonctionnalités de la machine. Aujourd'hui, en termes de facilité de prise en main, je pense qu'une personne qui n'est jamais montée sur une machine électrique conçue pour être optimisée en termes de fonctionnement met moins de 10 minutes à être parfaitement à l'aise. En tout cas, c'est ce qu'on constate quand on la prête à n'importe qui sur le salon, même si on n'a pas eu la chance d'en mettre un au milieu des allées. Mais j'ai aucune inquiétude sur ce point-là. La sobriété énergétique a été abordée par Camille, j'y reviens pas beaucoup, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même des vraies questions qui se posent sur quel est l'impact de la consommation du quotidien, de quoi on a besoin, qu'est-ce qu'on consomme et quel est le coût lié à tout ça dans le fonctionnement du quotidien pour obtenir une culture. C'est d'autant plus vrai qu'une année comme cette année, qui peut être une année particulièrement difficile, je me doute bien qu'elle l'a été dans le monde agricole au sens large, on passe du temps dans les machines, la question de la consommation directe peut être un point pertinent à aborder. Et après, la question de la rentabilité. La question de la rentabilité, une machine électrique en comparaison à une machine thermique, si on fait le ratio entre les coûts d'entretien et les coûts de fonctionnement, en 4 à 5 ans, on a complètement amorti la machine, ce qui permet d'envisager des efforts de trésorerie beaucoup plus intéressants sur l'amortissement de ce genre de machine à court terme. Merci Johan. Du coup, on a vu que vraiment l'Alpo, ça pouvait être un allié au quotidien pour la transition agroécologique avec une forte plus-value environnementale. Maintenant, on va regarder avec Johan plus techniquement ses propriétés pour pouvoir voir comment le tracteur électrique Alpo peut s'adapter à tout type d'exploitation, donc exploitation viticole, ici on l'entend, au travers de ses capacités de franchissement de pente, de la modularité de la machine et aussi de sa polyvalence avec la compatibilité avec les outils agricoles. Du coup, Johan, toi qui es vraiment en lien avec le terrain, est-ce que tu peux nous parler du coup rapidement de ces caractéristiques techniques et de comment l'Alpo peut s'adapter dans les exploitations? On se rend compte qu'en fait, cette machine, aujourd'hui, donc elle est présente sur tout le parc français. Dans les différents, en l'occurrence, vignobles qu'on occupe, elle trouve un centre d'intérêt, parfois différent, mais avec des points communs. En premier point, le poids léger, il y a des pneus basse pression, permet, dans des années humides comme on a eu en ce moment, de retourner au champ un peu plus rapidement et d'avoir des fenêtres d'action qui peuvent être quelques heures plus longues, puisqu'on a des capacités d'adhérence qui sont plus importantes qu'une machine thermique. Typiquement, un Alpo, à la louche, c'est une machine qui pèse 2 tonnes. L'équivalent en machine thermique, c'est de l'ordre de 3,5 tonnes, avec des capacités de traction qui sont équivalentes. Par contre, des pressions au sol qui ne le sont pas du tout. Quand on attaque des sols qui sont plutôt limoneux, qui ont tendance à être très sensibles à la battance, ça devient tout à fait intéressant d'aller rentrer avec ce type de machine. Donc, on peut avoir le cas sur certains sols du Bordelais, on peut avoir le cas sur certains sols du sud Mâconnais aussi. Et la correspondance poids, capacité de traction, adhérence fait qu'aujourd'hui, dans tous les vignobles, ça en fait un atout intéressant. Ensuite, le fait d'avoir des moteurs de roues pilotés indépendamment fait que clairement on parle d'un tracteur 4 roues motrices qui est capable d'avoir des éléments de compensation en termes de gestion de dérapage, de contrôle de la direction. Là aussi, sur des années difficiles, comme on a pu le constater cette année, on a un tracteur qui se met un peu moins en crabe et qui permet de travailler avec un peu plus de sérénité. Le monde viticole a un parcellaire qui est quand même régulièrement assez difficile d'accès. On peut même parler d'une certaine dangerosité pour certains secteurs. Quand on parle d'un centre de gravité qui est à 1 mètre du sol, là où la plupart des machines dépassent les 1,70 m, en termes de confort sécurité utilisateur, c'est un vrai plus. Ça peut être le cas notamment dans le Beaujolais, qui est un vignoble très pentu avec des sols assez fuyants. Et aujourd'hui, ce genre de machine trouve tout son intérêt.
Donc voilà, c'était quelques petits exemples rapidement comme ça, mais on se rend compte qu'en fait, le fait d'avoir une architecture composée par des moteurs de roues électriques avec des centres de gravité très bas, peu de pression au sol et des capacités de traction qui sont quand même très importantes, avec des pneus qui ont une grosse capacité d'adhérence au sol, ça permet d'être très cohérent aujourd'hui, que ce soit dans le sud-ouest ou dans le nord-est, jusque chez nos amis champenois, où la machine a bien trouvé sa place et continue à la trouver de façon tout à fait intéressante. Super, merci Johan. Du coup, jusqu'alors, on s'est vraiment intéressé sur l'électrique avec des tracteurs. Maintenant, on va aller un peu plus loin, puisqu'il y a un nouveau type d'agroéquipement dont on parle de plus en plus, ce sont les robots. C'est en pleine croissance aujourd'hui. Et ils ont été vraiment mis en avant comme un moyen, un levier pour faciliter la transition agroécologique et pour répondre à des enjeux de société majeurs actuellement. Donc en effet, la robotique agricole se place dans un contexte où on a un manque de main-d'œuvre qui est important. Et en contradiction, la mise en place de pratiques agroécologiques, comme par exemple le désherbage mécanique, demande de passer de plus en plus souvent dans la parcelle. Et en utilisant un tracteur thermique traditionnel, on va augmenter les risques de compaction, on va utiliser plus d'énergie puisqu'on va passer plus souvent, on utilise plus de fuel, et on va aussi émettre plus de CO2 lié à ce nombre de passages. Donc la robotique agricole et électrique, j'entends, peut apporter un élément important grâce à sa sobriété énergétique et à l'autonomisation des tâches. Du coup, Johan, est-ce que toi, tu peux nous parler de Sabi Agri et comment nous, on se positionne sur le sujet avec notre robotique agricole et en particulier avec le robot tout-terrain Zilus qu'on peut voir ici à l'image? Oui, alors aujourd'hui on a mis sur le marché le robot Zilus que vous avez à l'écran. Le robot Zilus, on a choisi un chemin un petit peu différent de ce qui est la norme du robot classique, c'est-à-dire qu'on a intégré les normes du robot classique, c'est-à-dire que typiquement on parle d'un robot qui est capable de suivre une trajectoire en autonomie avec un GPS RTK, de respecter une zone balisée avec une précision à 2 cm, ce qui se fait classiquement dans les robots qui fonctionnent bien aujourd'hui. Par contre, on se rend quand même compte que il y a ce qu'on aimerait, ce qui se passe, et puis il y a la réalité du terrain que la robotique demande une transition qui soit relativement douce et qui soit accompagnée. Et pour cela, on a choisi d'intégrer d'autres modes de pilotage sur ce robot. C'est-à-dire que dans un premier temps, ce robot, on est tout à fait capable, donc comme je l'ai indiqué, de le faire piloter en autonomie. On balise la parcelle, il fait sa vie tout seul. Et alors là, on a une machine qui est capable de réaliser tout type de travaux, notamment d'entretien du sol, de pulvérisation diverses et variées. On est aussi capable d'avoir une machine qui possède un poste de conduite qu'on installe dessus, qui permet à l'opérateur, dans certaines situations, notamment, pourquoi pas, on parle assez peu du changement de parcelle dans le monde de la robotique, mais il faut rappeler qu'aujourd'hui, les machines agricoles et les robots n'ont pas le droit de se promener tout seuls sur les chemins, et que dans certaines situations, il est nécessaire soit de les recharger sur un plateau, soit de les prendre en main. Et nous, dans le monde viticole, on a quand même un parcellaire très compliqué ponctuellement qui peut demander de prendre la main sur le robot, et donc on propose un poste de conduite additionnel qui permet dans ce cas-là d'en faire une machine complètement pilotée et prise en main avec un joystick de commande et un écran de contrôle tout à fait classique. En troisième solution, pour les parcellaires accidentés notamment, on propose le conduite à la télécommande. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quand même un certain niveau de dangerosité sur une partie des vignobles où la robotique ne convient pas parce que le parcellaire ne permet pas d'avoir des belles manœuvres qui vont bien dans le monde des robots. Être sur le siège, c'est bien, mais il faut quand même fortement apprécier les manèges à sensation forte, ce qui n'est pas le cas de tous. Par contre, être en contrôle de sa machine via une télécommande et pouvoir décider soi-même avec une précision très importante et fine de jusqu'où on va aller, comment on pilote la manœuvre, c'est aujourd'hui ce qu'on propose. Et enfin, en dernier point, aussi pour répondre à la réglementation, parce que la réglementation, pour rappel, dans le monde du robot, elle indique qu'à l'heure actuelle, on n'a pas le droit de laisser un robot seul dans la parcelle et il est obligatoire d'avoir une action de surveillance d'un opérateur en mesure d'intervenir s'il y avait une problématique sur la machine. La forme de réponse qu'on apporte à ça, c'est que notre robot, il est capable de suivre tout seul notre tracteur. D'une part, ça permet d'avoir l'opérateur à proximité de la machine
qui prévient, qui visualise en amont du passage de la machine que tout se passe bien. D'autre part, voilà, ça permet d'avoir l'opérateur à proximité tout en dédoublant au minimum le débit de chantier, hein, puisqu'aujourd'hui on a un robot qui suit un tracteur, le tracteur qui lui est homologué route et qui permet de répondre à ces différents critères-là et de choisir de soit dédoubler une opération en mettant le robot sur le côté du tracteur, soit de faire deux tâches différentes en mettant le robot en suivi en ligne derrière le tracteur. Et aujourd'hui, voilà, on a des résultats plutôt satisfaisants, ce qui nous permet de multiplier les opérations sans alourdir le poids de la machine sur une zone donnée. Et donc, l'ensemble de cette machine est piloté via une télécommande qui permet de gérer les paramètres outils, vitesse, profondeur, de façon très classique, avec une interface parfaitement fluide qui permet d'accéder à tout ça très facilement. Super, merci beaucoup, Johan. Du coup, avec toutes les explications... Avec toutes les explications techniques de Johan, on voit bien que vraiment la robotique, c'est de la technologie de pointe qui est continuellement en évolution et dans un marché en pleine croissance. Et nous, chez Sabiagri, on peut vraiment rester au cœur de la technologie de pointe. C'est pour ça qu'on se rapproche du monde de la recherche et en particulier de l'INRAE pour pousser les limites de la technologie, mais sans oublier vraiment notre ancrage qui est de répondre aux besoins de l'agriculteur et donc d'apporter une rentabilité économique et un impact écologique positif. Donc c'est la mission qu'on s'est donnée avec l'INRAE au sein d'un laboratoire commun qui correspond en fait à un projet collaboratif entre un institut public de recherche et une entreprise privée. Donc notre laboratoire s'appelle Tiara et l'objectif c'est d'apporter des briques technologiques robotiques au sein de nos véhicules pour que l'ensemble des comportements qui soient développés soient adaptés à la réalisation de tâches spécifiques pour l'agriculteur dans un contexte agroécologique. Et là, il va falloir imaginer donc du coup des robots qui vont naviguer en autonomie dans un champ et avec des outils qui vont pouvoir aussi adapter leur action en temps réel pour optimiser la réalisation des opérations culturelles qui vont être réalisées. Donc aujourd'hui, depuis 4 ans, nos développements ont porté leurs fruits. On apporte des opérations qui sont réalisées avec une précision qui est centimétrique pour la réalisation de pratiques agroécologiques et notamment des associations culturelles de blé, de céréales et de légumineuses. Donc dans ce même objectif de rester toujours à la pointe de la recherche et de pousser la filière de la robotique, on est aussi impliqué dans d'autres projets collaboratifs comme le grand défi de la robotique agricole qui a vu le jour il y a 1 an maintenant. Donc l'objectif c'est vraiment de faciliter la mise sur le marché de robots mais aussi l'adoption par les agriculteurs. Donc nous sommes impliqués dans différents projets au sein de ce grand défi dont on verra les fruits dans les années à venir. Donc on a beaucoup parlé de nos produits, de comment on peut faciliter la transition agroécologique avec, mais on s'est vraiment focalisé en particulier sur la viticulture, puisque c'est aujourd'hui les marchés qu'on adresse, mais aujourd'hui on est au sommet de l'élevage et du coup on ne parle pas beaucoup de viticulture. Est-ce que Johan, tu peux nous dire comment les développements de Sabiagri vont évoluer et s'il y a des nouveaux projets qui sont en cours ? Il y a plein de choses en cours chez nous. Sabiagri est une entreprise ultra dynamique où les choses naissent à une vitesse parfois foudroyante. Donc il est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup travaillé le dossier viticole. On le travaille encore. Il est hors de question de l'abandonner, évidemment. Donc avec notre tracteur homologué route, on a abordé le dossier robotique avec notre engin chenille complémentaire. Et maintenant, on commence à s'intéresser, plus que s'intéresser, puisqu'on va bientôt pouvoir vous présenter en format grandeur nature un nouveau projet qui sera beaucoup plus adapté au salon qui nous accueille aujourd'hui, avec l'arrivée d'un petit tracteur qui sera ouvert sur différents types de marchés. Alors clairement, on ne sera pas sur les grosses machines qui font rêver les enfants, mais par contre, on sera sur les tracteurs qui répondent à toute une catégorie de besoins qui peut concerner aussi bien le valet de ferme que l'entretien de parc, que l'entretien de communes. Voilà,
toutes ces choses-là, avec un transfert de technologies qui sont déjà éprouvées et parfaitement maîtrisées chez nous, et du coup aujourd'hui qui vont se décliner sur une ouverture de marché de ce petit tracteur qu'on vous présentera officiellement en grandeur nature au Salon des maires et collectivités le mois prochain en région parisienne. Donc si vous voulez être dans les premiers à avoir le produit sous les yeux, il faut venir nous rencontrer le mois prochain. Il sera par la suite présent au Salon Vinitech à la fin du mois de novembre à Bordeaux, où là aussi on ira à la rencontre des arboriculteurs, des maraîchers avec ce nouveau produit qui aura une vocation beaucoup plus large et moins cloisonnée, on va dire, que notre enjambeur qui était vraiment très spécifique viticole jusque-là. Super, ça promet pour l'avenir. En tout cas, c'était le teaser du vol. Du coup, merci à tous, merci pour votre attention. Et si vous avez des questions avec Johan, on serait très heureux d'y répondre. Merci Camille et Johan pour toutes ces explications. On va effectivement donner la parole au public. Moi, j'ai quelques questions quand même. On a beaucoup parlé et on va continuer à en parler d'ailleurs juste après et demain du photovoltaïque pour les agriculteurs. En quoi ce que vous proposez, ça peut être aussi complémentaire dans cette démarche de transition ? Eh ben, le photovoltaïque, alors c'est vrai que j'ai présenté l'enjambeur assez rapidement parce que ce n'était pas forcément le sommet de l'élevage le lieu d'aller dans le détail technique de l'enjambeur, mais déjà notre enjambeur possède un panneau photovoltaïque en guise de toit. Aujourd'hui, soyons clairs, il n'empêche que ça reste un enjambeur électrique qui a besoin d'une recharge via une borne. La partie toit nous permet d'aller faire de la prolongation d'autonomie qui peut atteindre 10 à 12% sur des journées lumineuses. Il y en a eu tellement en 2024. Par contre, là où c'est intéressant, c'est qu'on a des clients qui sont aussi sur des projets de bâtiments photovoltaïques et on a commencé d'équiper des clients avec nos enjambeurs qui du coup font de la recharge directe via leurs champs de panneaux qui sont pour la plupart installés sur les hangars et on se rend compte qu'aujourd'hui on a un vrai côté vertueux dans la correspondance entre ces deux projets. Est-ce qu'on pourrait avoir quelques éléments, peut-être que, je ne sais pas si vous allez vouloir les dévoiler, mais sur le prix des véhicules que vous nous avez présentés aujourd'hui ? Oui, le prix, ce n'est pas un grand secret. Aujourd'hui, n'importe qui va à la rencontre de nos distributeurs, puisque donc, on a maillé la France via un réseau de distribution. L'enjambeur coûte de l'ordre de 150 000 € avec des variantes d'options type mode de chargeur, mais là, la fourchette de prix est de cet ordre-là. Et la partie robotique est sur un tarif autour de 185 000 €. Pareil, avec quelques options qui font varier finalement assez peu le prix, mais... Est-ce qu'on peut avoir des aides quand on investit dans un véhicule comme ça qui est forcément plus vertueux et plus respectueux de l'environnement ? Tu veux y répondre, Camille ? Alors, en effet, il existe des aides. L'année dernière, l'Alpo a été subventionné à hauteur de 40%. On a eu de nombreux clients qui ont choisi l'Alpo et qui ont passé le cap de l'électrique. Mais il y a des aides effectivement qui peuvent sortir en continu, c'est ponctuel. On travaille avec un réseau pour avoir potentiellement d'autres types d'aides qui soient plus réguliers. Mais il faut vraiment avoir en tête que le prix de la machine, notamment de l'enjambeur, n'est pas tellement plus élevé qu'un enjambeur thermique traditionnel et que la sobriété énergétique que la machine propose va permettre en 2 ans de combler cette différence de prix. Voilà. Quelle est la durée de vie d'un robot ou d'un tracteur comme vous avez présenté aujourd'hui ? La durée de vie mécanique, aujourd'hui, on n'en a pas trouvé la limite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la durée de vie mécanique d'un tracteur tout à fait classique. Après, la durée de vie de nos parcs de batteries, on sait qu'aujourd'hui, on a une durée de vie optimale à 100% pendant une bonne dizaine d'années. Passé ce temps-là, on va avoir une période où la batterie va perdre grosso modo 15 à 20% de son énergie pour continuer à vivre encore 4 à 5 ans. Et on peut estimer qu'au bout d'une quinzaine d'années, le pack batterie, dont le recyclage est bien entendu prévu, sera en fin de vie. Et tout pareil, on sera bien entendu en mesure de changer un pack batterie sans changer toute la machine. Merci beaucoup. Est-ce que dans les personnes qui sont venues assister à cette présentation sur la traction électrique, on a des questions ? Des remarques, oui ? Oui, alors je ne suis pas du tout un spécialiste du machinisme. Vous disiez qu'on était sur des outils beaucoup plus légers que des thermiques. Ce n'est pas forcément l'idée que j'avais en tête quand on fait la comparaison avec des voitures.
Ouais, alors pour le coup, moi je connais mieux les machines agricoles que les voitures. Typiquement, notre enjambeur dans un format, je ne me suis pas étalé, mais nous l'enjambeur en fait c'est une architecture unique avec une hauteur de passage unique. Et la seule chose qu'on fait varier pour la distribution à travers toute la France, c'est la largeur du tunnel pour passer selon les modèles de vigne. Sur ces structures-là, si on prend un enjambeur classique, on va dire pour aller dans une vigne étroite, peu importe, entre 90 cm et 1,20 m, on a un engin qui va peser autour de 2 tonnes. Son équivalent thermique pèse systématiquement entre 3 tonnes et 3 tonnes et demie, toutes marques confondues. Quelqu'un d'autre? Oui, bonjour. Je suis timide, je ne suis pas instruit, mais je m'intéresse à vous. Je vous avais déjà vu dans la presse des articles sur vous il y a déjà 4-5 ans au moins. Enfin bon, j'ai dit tiens, celui-là, il y a de l'idée. Mon idée, moi j'ai une petite exploitation, parce que je ne vis pas de ça, j'ai une petite exploitation mais d'élevage, et donc des fois je démarre le tracteur presque tous les jours pour rien du tout, pour mettre une botte dans un râtelier. Enfin, donc le thermique, c'est assez limite là. Et moi, je serais intéressé par... alors, je veux faire installer des panneaux solaires, j'en ai déjà, mais je vais en faire installer d'autres. Ça m'intéresserait un tracteur agricole, enfin, ou un valet de ferme, comme vous dites. Moi, je pense que ça intéresse du monde, ça, parce que quand vous regardez le nombre d'exploitations qui ne sont pas forcément professionnelles, mais qui sont dans mon cas, c'est pas de l'utopie ce dont je suis en train de vous parler. Parce que j'ai pris la réunion en cours, là, c'est que je passais à côté, là, et voilà. Non, mais en tout cas, c'est déjà bien d'avoir pris le temps de s'intéresser, merci. Ce qui est très intéressant dans l'énergie électrique, notamment pour vos besoins du quotidien, c'est qu'aujourd'hui, je ne suis pas rentré dans le cœur de la machine profondément sur la technique, mais on peut faire un petit point plus précis sur la technobatterie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une technobatterie, nous, qui n'est pas dégradée par le fait de la recharger souvent. Aujourd'hui, sa limite, c'est qu'on sait qu'au bout d'une quinzaine d'années, la réaction chimique à l'intérieur du corps de la batterie s'arrête naturellement, ce qui provoque sa fin de vie. Du coup, le conseil qui sort de chez nous, même aujourd'hui dans le monde de l'enjambeur, c'est qu'on peut tout à fait se permettre de recharger sa machine tous les jours sans qu'elle soit dégradée, et du coup sans avoir les inconvénients liés au moteur thermique qui va tourner 5 minutes par jour pour emmener la botte de foin. Et dans ce genre de projet, ça rend la machine électrique, à mon sens, très cohérente, puisque... Oui. Il n'y a pas vraiment de limite basse à son utilisation en fait. Contrairement à un thermique où il faut admettre qu'à un moment, si on ne tire pas un peu dedans, ça aide pas à la vie du moteur, quoi. Ouais, d'accord. Et vous pouvez, parce que j'ai pris la réunion en cours, est-ce que vous pouvez nous parler plus de... Parce que là, vous parlez de l'enjambeur, moi, j'ai pas de vigne, je bois pas de vin, mais au niveau du valet de ferme, c'est développé, j'ai pas tout suivi, peut-être vous l'avez répondu à ma question, mais je sais pas. Alors, le valet de ferme, j'en ai parlé brièvement pour que vous pensiez à continuer à suivre nos actualités, puisqu'en fait, son dévoilage grand public, pour être honnête, se fait à la fin du mois prochain sur le Salon des maires et collectivités du 19 au 21 novembre. Du coup, aujourd'hui, ce que je peux vous en dire, c'est que c'est la même réflexion, la même technologie que ce qu'on a déjà utilisé sur nos enjambeurs. Donc c'est une techno qui est déjà approuvée. C'est conçu pour être une machine qui répond aux besoins plutôt légers, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est capable d'emmener une botte, on est capable d'avoir des capacités de levage qui sont intéressantes, mais on ne sera pas capable de tirer une remorque de foin avec 25 bottes dessus, soyons clairs. Mais voilà, on est dans ces catégories-là. L'idée, comme toujours chez nous dans le monde de la machine électrique, c'est qu'on travaille le confort utilisateur et la vision du périmètre proche, notamment pour la vision outil. Et après, pour la suite, je vous demande de patienter encore un petit peu, de revenir vers nous d'ici un mois. On sera tout près de la vérité et d'ici 2 mois, vous aurez des photos, à mon sens, beaucoup plus largement accessibles un peu partout sur les réseaux. Donc je peux en commander un au Père Noël pour la fin de l'année, c'est bon. Alors si vous le voulez pour la fin de l'année, il faut qu'on se voit aujourd'hui. Merci. Non, moi j'avais une petite question, parce que du coup vous dites que c'est plus durable tout ça, mais alors, les batteries sont composées de quoi du coup là Est-ce qu'il y a du lithium dedans ou pas? Parce Oui. que du coup le lithium on sait que c'est une énergie non renouvelable, donc est-ce que du coup c'est pour parler un peu de ça quoi? Donc effectivement, les batteries sont au lithium, Ouais. ce sont des batteries traditionnelles. Mais là où il faut voir le point vraiment positif, c'est sur la sobriété énergétique et c'est sur l'architecture mécatronique qui est unique chez Savvy Agri. En fait,
effectivement, si on prend l'équivalent d'un tracteur électrique de prototype chez un concurrent, il va être 2 fois plus lourd parce qu'ils ont gardé la même architecture qu'un tracteur thermique. Ils ont remplacé le moteur thermique par des batteries électriques. Du coup, pour arriver à tirer une machine comme ça, il faut énormément de batteries. Nous, on a gardé seulement les fonctionnalités nécessaires. Donc du coup, nos machines, elles font que 2 tonnes. Du coup, ça permet d'avoir un pack de batteries moyen et d'avoir une sobriété énergétique importante, donc d'utiliser moins de composants et à la fois cette sobriété énergétique qui permet d'atténuer le CO2, qui permet de consommer 10 fois moins d'énergie. Effectivement, on s'y retrouve sur l'aspect durable. Voilà. C'est une reconception globale de la machine, du tracteur, pour être justement durable. Et donc plus tard, vous envisagez peut-être de faire des plus grosses gammes de tracteurs ou ça, du coup, vous avez dit que vous allez peut-être rester sur le valet de ferme, mais est-ce que plus tard, si votre projet se développe bien, est-ce que vous allez envisager d'aller plus loin encore ou vous allez vous contenter de rester sur une petite gamme? Alors pour nous, l'objectif, c'est vraiment de rester sur les tracteurs de petite puissance, puisqu'on veut vraiment avoir toujours un bénéfice environnemental fort. Et pour pouvoir justement remplacer des tracteurs thermiques de plus forte puissance, ce qu'on va utiliser, c'est la robotique collaborative, ce qu'a présenté Johan avec plusieurs machines qui travaillent ensemble. En fait, au lieu d'avoir une machine très lourde qui va faire du coup beaucoup de travail, on va avoir plusieurs petites machines qui vont réaliser le même débit de chantier. Voilà, et qui vont travailler avec la robotique. Voilà, mais toujours avec des machines de petite puissance. Bonjour. Moi, j'ai un doute sur. C'est toujours une question comme ça, c'est l'autonomie. Enfin, quand on voit sur les voitures électriques, quand on tape un peu dedans, l'autonomie elle baisse assez rapidement. Là, sur les tracteurs comme ça, je sais pas, tout à l'heure vous parliez de labourer un peu, enfin dans les vignes on laboure pas à 30 cm, mais quand il tire l'autonomie, comment elle réagit en fait? Eh bien, alors, évidemment, quand on tire beaucoup, comme vous dites, on dégrade un peu l'autonomie. Mais aujourd'hui, déjà ponctuellement, pas 30, mais un 20-25 sur certaines vignes, ça reste jouable. Les facteurs liés à l'autonomie, aujourd'hui, les tracteurs enjambeurs utilisés classiquement chez nous avec des outils de travail du sol qui peuvent être soit du labour, soit du griffage, soit presque qu'on appelle de la lame intercept, mais là on parle d'une lame qui vient sarcler, donc qui n'a pas un gros effort de capacité, de résistance à la traction. Quand tout va mal, on est de l'ordre de 7h, 7h30. Aujourd'hui, j'ai des gens qui me passent les 10 heures avec des outils de travail du sol. Il y a plusieurs variables sur ce genre de matériel. La première variable, vitesse d'avancement, exactement comme en voiture. La deuxième variable, quel outil vous allez mettre dessus, qui sera plus ou moins tirant. Et la troisième, j'ai mangé celle que je voulais vous raconter. Et j'ai oublié ma troisième variable. Et ben voilà. Mais du coup, et les déplacements routiers entre parcelles. Ce qui vous concerne moins dans le monde agricole, puisque aujourd'hui, la taille moyenne d'une parcelle, ça a beaucoup augmenté. Mais nous, on peut avoir de la variabilité selon les régions et selon les typologies d'exploitation. Typiquement, en Champagne, on peut avoir des gens qui ont 5 hectares pour 70 parcelles, donc beaucoup de déplacements intraparcellaires, et qui nous donnent forcément un petit delta de 7-8% sur la fin de la journée. Mais aujourd'hui, j'ai pas d'utilisateur à moins de 7h, 7h30 d'utilisation sur des outils de travail du sol en viticole. Et là, pour le valet de ferme, par exemple, l'hiver, c'est gadouilleux, tout ça. Les éleveurs, quand c'est gadouilleux comme ça, ils vont pas nettoyer tous les jours le tracteur. Vous n'avez pas peur que ça abîme, comme c'est très électronique, que ça vienne un peu agresser tout le réseau câblé? Pour le coup, la partie tout le réseau câblé, elle n'est pas accessible de l'extérieur. Aujourd'hui, notre techno, c'est une transmission directe par moteur de roue. Donc concrètement, j'ai un moteur, j'ai un câble qui arrive en alim de mon moteur de roue et j'ai une transmission main roue directe. Le moteur, évidemment, est noyé dans un bloc de protection. Il est peut-être bien possible qu'aujourd'hui, j'ai moins d'éléments exposés sur du matériel électrique comme ça que sur un moteur thermique qui risque d'avoir du câblage apparent de façon plus conséquente.
Voilà, pour revenir sur le froid, est-ce que du coup l'hiver, parce qu'on sait bon, sur les téléphones ou même peut-être sur les voitures, sur les voitures je sais pas, mais en tout cas sur les téléphones, quand il fait très très froid, la batterie tient presque plus. Est-ce que du coup vous avez eu un peu des témoignages sur l'hiver? Est-ce que la batterie, il y a vraiment un changement d'autonomie au niveau de l'hiver ou pas du tout? Changement d'autonomie au niveau de l'hiver, on est inférieur à 10%. Aujourd'hui, notre technobatterie, elle fait grosso modo du moins 20 plus 45 en amplitude thermique facile. Donc jusque-là, on n'est pas trop ennuyé sur le moins 20. J'ai tendance à dire qu'on n'est pas trop ennuyé au plus 45 non plus, même si ponctuellement, il y a des régions où on peut les rencontrer. Mais il faut admettre que quand il fait plus 45, les gens passent rarement la journée dans le tracteur quand même. Donc sur l'utilisation classique, on n'a pas rencontré de limite liée à la température qui nous disent stop, vous ne pouvez pas travailler alors que vous en avez besoin. Et donc là, pour revenir sur le temps de chargement, du coup, si on est à 2-3% et pour le revenir à 100%, c'est à peu près combien de temps de chargement? Alors sur la partie enjambeur, on a deux types de chargeurs. Dans les deux cas, on parle d'un chargeur sur une borne en triphasé. Le chargeur classique, chez nous, recharge la totalité en 4h, 4h15. Et dans les rares options, on a un chargeur dit rapide qui fera du 0 à 100 en 2h15. Et là, du coup, les prix, si vous pouvez les dire, les prix, c'est à peu près combien le prix d'un chargeur? C'est compris dans le prix du tracteur ou c'est à part qu'il faut racheter ça? Alors, il y a toujours un chargeur dans le prix du tracteur. Okay. Et après, par exemple, l'option chargeur rapide, c'est un chargeur qui est de l'ordre de 7 000 € en complément au prix de la machine. D'accord. Moi, c'est au sujet de la durée de vie. Vous annoncez pas des durées de vie énormes, tout compte fait? Parce que moi, j'ai une voiture électrique, donc je sais comment marche la voiture électrique. Hein. L'histoire de l'autonomie, ça fait bien rigoler, parce que les 3/4 du temps, on reste autour de chez soi. Hein. Je pars pas en vacances avec. Ma voiture, on m'a dit, elle peut rouler 1 million de kilomètres. C'est-à-dire que j'ai acheté une voiture pour 70 ans, parce que je fais 15 000 € par an. Après la batterie, on m'a garanti 30 000 km et qu'il restait 80%. Donc votre appareil, au pire, il peut durer combien de temps exactement? Après, je me dis, là, une deuxième question, je trouve que c'est idiot que le banquier, il a foutu le camp, que ça ne l'intéresse pas, quoi. Parce que financer une voiture électrique sur 5 ans, qui a une durée de vie de 70 ans, il y a quelque chose qui cloche. Et quand on va financer une voiture électrique genre Kangoo sur 15 ans, elle est presque gratuite par rapport à si vous achetez 2 diesel Kangoo. Oui, c'est vrai. Alors, je pourrais vous faire un discours commercial et vous vendre du rêve sur la durée de vie des batteries, sauf que ces batteries-là, nous, aujourd'hui, on a une parfaite confiance dans leur système, puisque c'est de la batterie de milieu industriel qui est déjà utilisée depuis, pas la nuit des temps, mais depuis très longtemps dans d'autres types de milieux. Et donc, on sait que les données qu'on vous annonce là, elles sont fiables. C'est pour ça que je préfère vous dire aujourd'hui, 10 ans... Le moteur ? Oui. Alors, du fait que c'est un moteur roue, moi je connais que les moteurs Tesla ou d'autres marques, ça dure longtemps, mais, non, mais là, dans les roues c'est pareil. Les moteurs roues, je ne vais pas vous dire que c'est une durée de vie illimitée, mais on en est quand même pas loin. Aujourd'hui, on est sur du moteur industriel qui est fait pour tourner en 24 heures sur 24 pendant des années en continu sur des alimentations d'usine. Grosso modo, c'est de ça qu'on parle. Et la durée de vie de la batterie, aujourd'hui, on sait que sur ce type de batterie-là qu'on a étudié assez finement, au bout d'une quinzaine d'années, la chimie s'arrête. Si vous voulez la vraie durée de vie, elles sont vendues pour 1180 cycles de recharge complet et que ça nous ferait une théorie à 18 ans. Sauf que 18 ans, on sait qu'au bout d'une quinzaine d'années, la chimie s'arrête et on préfère vous dire, dans ces cas-là, on voit où on en est à ce moment-là sur votre pack batterie et on intervient au besoin pour changer un pack batterie en laissant vivre le reste du corps de la machine. Et sinon, une autre suggestion, est-ce que vous installez des prises 380 ou 220 de restitution d'électricité ? Est-ce que c'est possible? Parce que c'est quand même une réserve d'électrique, c'est 50 kW. Je m'imagine les gars qui font des vendanges et puis brusquement, coupure de jus parce qu'on est dans le dérèglement climatique. Ils pourraient presque, avec ces 50 kg, faire tourner les pressoirs, faire tourner la lumière, faire tourner en restituant l'électricité. C'est une bonne remarque que j'ai de temps en temps de la part des viticulteurs, notamment de ceux qui sont un peu curieux, je vais dire à la pointe en tout cas, qui ont déjà avancé sur des questions d'énergie, notamment via les panneaux solaires, où on me demande si on est capable de restituer. Et aujourd'hui, je dois admettre que ce n'est pas encore quelque chose qui est intégré à notre machine. Les portes ne sont pas fermées, ça fait partie évidemment des choses qu'on a en tête. C'est pareil pour répondre à la question de monsieur tout à l'heure, aujourd'hui on utilise de la batterie lithium-ion. Est-ce qu'elle est exceptionnellement meilleure en termes d'empreinte environnementale que le reste?
Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, par contre, la batterie est notre source d'énergie. On a un coffre avec des câbles. Le jour où il y a quelque chose de plus performant, de plus propre, qui nous paraît plus intéressant, il n'y a rien qui nous interdit de changer de mode d'énergie si ça tient dans le volume qu'on a compartimenté prévu à cet effet. Ancien utilisateur d'enjambeurs thermiques, très sensible à ce que vous avez dit, parce qu'on matraque nos sols. Hein. Le poids le plus faible en équivalent, c'est 3,6 tonnes. Et je regardais les nouvelles gammes, là, je donnerais que la couleur hein, en bleu. Voilà. 5,8 tonnes. Et on sous-estime tous le matraquage de nos sols. Donc à 2 tonnes, est-ce que vous avez pu mesurer l'amélioration de la vie du sol? Ça, c'est ma première question. Voilà, je suis très intéressé pour avoir les infos. Très intéressé par le valet de ferme aussi, parce que ça a du sens. Et ma dernière question, donc je ne signerai pas aujourd'hui comme monsieur, hein, mais bon, voilà. La troisième question, c'est peut-on parler de variation continue électrique? Parce qu'on connaît tout ça dans le thermique, les tracteurs. Ah, ça a été quand même une sacrée évolution. Est-ce que vos modèles sont dotés de quelque chose qui s'approche de ça? Voilà. Alors, sur la partie tassement, en ancien utilisateur, moi je vais vous répondre dans mon ancienne vie de conseiller agronome, où en fait mon métier était aussi de faire des fosses pédologiques et de mesurer l'impact du tassement dans différents types de vignobles. Et il est assez simple de constater que quand on fait une fosse sur des zones de passage répétées en lien avec le poids de la machine, qu'on utilise une machine type pénétromètre, donc qui mesure la dureté du sol, on se rend vite compte que quand on enlève du poids à la machine, on a un gain qui est complètement évident sur la vie des sols, sur la capacité des racines à s'exprimer et sur l'infiltration de l'eau notamment. Ça, ce sont les éléments de base les plus importants qui, à l'époque, m'ont notamment séduit pour rejoindre cette entreprise. J'ai oublié la question de du vario, pardon, excusez-moi. Aujourd'hui, en fait, dans le monde de l'électrique, on sort complètement de la notion puissance-couple. Du coup, par défaut, on n'a pas du tout cette relation-là. Le fonctionnement est différent. Et dès 0,2, 0,4 km/h, je peux très bien avoir un couple suffisant pour faire bouger une charrue sans avoir besoin d'aller chercher des paliers de régime moteur qui me donneront les couples dont j'ai besoin pour obtenir le travail qu'on souhaiterait obtenir. Donc en puissance progressive en fait. La puissance est progressive à tous les paliers de vitesse entre 0,2 et 23 km/h, qui est la vitesse max de nos machines homologuées sur la route. Alors voilà, après avec des déclinaisons, puisqu'on a, comme sur beaucoup de tracteurs, une vitesse champ qui va de 0 à 8,5, mais il est tout à fait possible pour certains types de travaux qui peuvent nécessiter ou qui peuvent nous permettre de rouler à 10-12 km/h, de le faire à 10-12 km/h avec exactement la même précision qu'à 3 km/h. Ah, pardon, excusez-moi. Oui, on a financé un tracteur électrique il y a quelques temps sur un lycée agricole. Voilà, donc pour répondre à la question de tout à l'heure. Viticole, pardon. Oui, sur un domaine viticole, dans le Rhône. Voilà. C'était pour répondre à la question sur le banquier qui est parti. Donc, il est là. On soutient Sabiagri. Sabiagri qui fait partie de nos clients et des clients de la filière Nextinov de la Banque Populaire, donc société innovante qui a bien progressé également. Et on a financé un lycée aussi qui est équipé d'un matériel. Je n'ai pas le détail du plan de financement de la durée. Alors, je vais vous répondre. Je ne sais pas si c'est 5 ans ou 7 ans, mais nous sommes contraints de respecter les exigences comptables de l'amortissement, ce qui explique que c'est la durée du prêt. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on clôture cette conférence parce que malheureusement, nous arrivons à l'heure fatidique de clôture de 17h. Mais je voulais vraiment vous remercier pour cette présentation. Vous pouvez les applaudir et pour ces belles innovations que vous nous avez présentées en fin d'après-midi. Merci beaucoup Camille, merci beaucoup Johan.
Et merci à tous et à toutes d'être venus assister à cette conférence. Vous pouvez rester dans l'espace Agora pour la dernière conférence de cet après-midi. On va parler de toiture photovoltaïque et de CUMA. C'est dans quelques minutes, donc n'allez pas trop loin. Si vous devez vous lever un petit moment et revenez avec des amis, pourquoi pas, pour assister à cette dernière conférence. Merci. Merci à vous.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur l'espace Agora pour notre dernière conférence de la journée. Cet espace Agora, il est en partenariat avec la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes et sa filiale, la BTE, la Banque de la Transition Énergétique, qui vous a préparé donc un programme de conférences que vous pouvez retrouver sur les petites chaises blanches. Et n'hésitez pas donc à vous emparer de ce document pour pouvoir savoir ce qui vous attend demain et après-demain sur le salon, puisque je serai de retour pour animer d'autres conférences. L'idée de ce cycle de conférences, c'est de vous apporter des éclairages, des décryptages sur tous les sujets de la transition qui peuvent concerner donc les agriculteurs, avec des experts techniques, des experts financiers. Et donc on est là pour vous partager des connaissances, des conseils et aussi pour répondre à vos questions. Donc si vous avez des questions, gardez-les bien précieusement dans un coin de votre tête ou sur votre smartphone pour pouvoir les poser à l'issue des interventions de nos deux experts. Notre dernière conférence de la journée, elle sera dédiée à la toiture photovoltaïque, mais dans un contexte bien particulier, celui de la CUMA. Alors qu'est-ce qu'une CUMA ? Une CUMA, c'est une coopérative d'utilisation de matériel agricole, c'est ça que ça veut dire. Et son objectif, c'est de permettre aux agriculteurs de s'entraider, de mutualiser du matériel notamment, ou encore de réaliser des projets qu'ils n'auraient pas pu mener par eux-mêmes. Et donc c'est vraiment une démarche collective et collaborative. Alors pour explorer ce sujet de la toiture photovoltaïque en CUMA, je suis en compagnie donc de deux experts. Christophe Alsina d'Iris Solaris, vous êtes le directeur de la BU B2B de l'entreprise. Bonjour et bienvenue. Et Lionel Godard de la FR CUMA Auvergne-Rhône-Alpes. Vous êtes l'animateur CUMA du département de la Loire. Bonjour à vous. Merci à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation. On va commencer avec vous, Lionel. Est-ce que vous pouvez nous présenter la fédération régionale en quelques mots et en quelques chiffres, s'il vous plaît ? Le micro est ouvert. Vous n'avez plus qu'à vous lancer. Bonjour à tous. Donc, je sais pas, du coup... Il faut que vous les fassiez défiler grâce à cette petite zapette. Hop. Et ce n'est pas la bonne, mais on va la trouver. Alors bougez pas, je vais m'en occuper. Et vous pouvez commencer. Alors, voilà, parce qu'elles sont dans le mauvais sens. Parfait. C'est moi qui appuie pas sur le bon. Vous appuyez sur lequel du coup ? Je vais vous le faire. Allez-y. Parfait. Je m'en occupe. Donc bonjour à tous. Je vais vous présenter la fédération régionale des CUMA. Sur notre région, Aura, il y a 1650 CUMA qui sont adhérentes dans les réseaux, ce qui représente 29 000 adhérents, donc 29 000 exploitations. Principalement, les CUMA, historiquement, c'est pour du matériel. 41 000 matériels sont possédés en CUMA, mais pas que. Il y a aussi des CUMA qui emploient des salariés. 120 CUMA sont employeuses en allant du CDI de plusieurs salariés qui vont conduire du matériel, faire de la mécanique, du secrétariat. Il y a plein de postes différents. Ce qui nous concerne aussi aujourd'hui, c'est les 180 hangars qui existent à l'heure actuelle sur le territoire des CUMA. Une CUMA. Oui, une CUMA. Vous allez nous dire un petit peu plus. Excusez-moi, comme je gère aussi la petite technique à côté. Vous allez nous expliquer. Moi, j'ai donné quelques éléments, quelques grandes lignes sur la CUMA, mais vous allez nous dire un petit peu plus à quoi ça sert et quels sont les ingrédients indispensables pour qu'une CUMA existe. Non, mais j'y arrive pas. Vous n'y arrivez pas. C'est pas grave. J'ai vraiment pas de bol. Là, c'est bon ? Si, c'est bon. C'est bon, ça marche, ça va. Donc, une CUMA. Ce sont des exploitants qui sont adhérents à une coopérative, vous l'avez dit tout à l'heure, avec des règles. Chaque exploitation a une voix. Donc on est vraiment sur de la coopération pure et dure, du capital social qui est réparti entre chaque adhérent en fonction de son activité. Vous l'avez dit tout à l'heure, ce sont des projets collectifs qui permettent aux exploitations de se réaliser, ce qu'ils n'auraient pas pu faire forcément peut-être tout seul aussi. Chaque CUMA s'engage, enfin chaque adhérent s'engage, et derrière tout ça, il y a un nom, un siège social, un statut et un règlement intérieur qui fixe des règles. Dès qu'il y a du collectif, il faut des règles pour que ça fonctionne. Chose importante, il n'y a pas de but lucratif sur la CUMA. Elle permet
aux adhérents de bénéficier de services, de matériel, de bâtiments, comme on va le voir après, mais par une diminution du coût, une meilleure organisation. Mais la CUMA n'a pas pour but de gagner de l'argent. Si elle a des revenus par du photovoltaïque, par d'autres choses, ça lui permet de baisser ses coûts sur d'autres activités. Mais il n'y aura pas de répartition de résultats de la CUMA. Donc vous l'avez dit, ça permet de mutualiser du matériel. C'est surtout pour ça qu'on connaît les CUMA. D'ailleurs, l'année dernière, on avait fait une conférence sur ce sujet-là. Mais c'est aussi possible de mutualiser un bâtiment. Dans ce cas-là, quel est l'intérêt? À quoi est-ce qu'il va servir ce bâtiment? Alors, allez-y, je vous laisse appuyer. Oui, un bâtiment dans la CUMA, c'est bien, mais pourquoi faire? Voilà. Ça veut pas. Bon, allez, on va faire sans. Bien sûr, historiquement, c'est sur le stockage du matériel, le bâtiment, l'acte premier des CUMA. Souvent, au bout d'un certain temps, vient se greffer un atelier pour la mécanique, avec l'arrivée du premier salarié. Qui dit salarié dit gestion de tout ça. Donc on fait la salle de réunion, ensuite un bureau pour le travail administratif de la CUMA. Et on peut aller encore plus loin avec le stockage du matériel des adhérents que l'on rend collectif, du séchage en grange. On a des CUMA qui sont existantes, par exemple dans le Rhône, qui font du séchage en grange. Il y en a dans l'Ain. Stockage de céréales, de fruits et légumes. Et aussi, on peut aller encore plus loin sur de la transformation, du conditionnement de produits, de l'embouteillage pour les viticulteurs. Pour tout ça, il faut un toit, c'est plus pratique. Et c'est pas que le matériel traditionnel, la charrue que l'on peut mettre à l'abri. Il y a plein de choses à faire en CUMA pour mutualiser ces coûts de matériel. Et autour de la CUMA, on a aussi, qui vient de se greffer, des plateformes de nettoyage où on peut valoriser les eaux pluviales, les plateformes pour les phytos avec les phytobacs. On peut mutualiser plein de choses grâce à la CUMA autour du bâtiment, d'un projet bâtiment. On peut aller chercher plein d'autres choses. Voilà. Mais petite précision sur ce bâtiment, est-ce que c'est un bâtiment neuf qu'on construit ou est-ce que ça peut être un bâtiment existant qu'on va utiliser pour la CUMA? Les deux. Si une CUMA trouve un agriculteur qui arrête son exploitation, qui n'est pas reprise, un bâtiment industriel, pourquoi pas, qui n'a pas de repreneur ou qui est en vente et que l'emplacement intéresse la CUMA, elle peut parfaitement acheter n'importe quel de bâtiment. Si une société, une coopérative comme une autre, elle peut acheter du foncier, de l'immobilier et après, à elle, à charge de l'occuper. Et c'est forcément un achat, ça ne peut pas être une location. Une CUMA peut aussi louer un bâtiment et après jouir de la location sans problème. On a dans le département de la Loire aussi, je ne l'ai pas dit là, une CUMA qui stocke des pommes et des poires pour les producteurs, juste le fait de stocker. Donc c'est des frigos géants. Alors comment est-ce que vous intervenez dans ce projet de bâtiment en CUMA? Quel est votre rôle et quelle aide est-ce que vous allez proposer? Alors, les meilleurs... Enfin, on va peut-être parler d'abord... Ouais, on va partir là-dessus, ok. Sur le réseau, il peut appuyer et aider les CUMA à la réflexion. Au début, on parle, par exemple, je vous disais, juste du stockage de matériel. Et en allant tirer des ficelles, on peut arriver à des bâtiments totalement différents du projet de base. Pour ça, le réseau CUMA, on a un outil qui s'appelle le DINA. C'est un diagnostic national d'accompagnement. C'est du temps d'animation du réseau qui est financé auprès des CUMA pour les aider stratégiquement dans leur choix et leur faire un plan d'action à la fin pour les guider et les accompagner. Donc on peut les accompagner sur le choix du bâtiment en recensant leurs besoins, en allant les aider sur l'économique, en faisant, comme on disait, un règlement intérieur. On a un bâtiment, c'est comme un autre matériel, comment on va l'utiliser? C'est toutes des choses qu'il faut que l'on réfléchisse avec eux en amont afin que le projet aille à son terme et qu'ensuite il fonctionne. Si on met un bâtiment en CUMA sans règles, on sait que ça ne fonctionnera pas, comme l'utilisation d'un autre matériel. Donc on va là-dessus et donc ce dispositif d'accompagnement pour nous, on l'a écrit là, c'est un accélérateur de projet. Et des fois,
on part sur un projet juste de matériel et on va beaucoup plus loin en tirant les bonnes ficelles. Pour nous, c'est un enjeu pour les CUMA et c'est un accompagnement qui est presque, je ne veux pas dire gratuit pour eux, mais presque. Est-ce que vous les aidez parfois à trouver le bâtiment ? C'est-à-dire que est-ce que vous avez des cas où on vient avec un besoin, avec une idée de projet, mais on n'a pas encore le bâtiment, et est-ce que vous êtes en capacité d'accompagner là-dessus ? On ne va pas trouver le bâtiment, on n'est pas agent immobilier, mais on va les aider à leur dire ok, vous voulez un bâtiment, est-ce que vous avez déjà une idée de lieu ? Est-ce que de par les besoins, il faut qu'il soit plutôt sur cette commune, sur celle-ci, en fonction de la circonscription de la CUMA, on va les aider à faire les choix. On ne va pas faire les choix, on ne va pas leur trouver de bâtiment. C'est eux qui connaissent plus le terrain que nous. Déjà, s'il y a un bâtiment à louer ou à vendre quelque part, c'est eux qui vont nous le dire et on pourra étudier ce projet avec eux. Mais on va pas leur fournir la chose clé en main. Quels sont les bénéfices alors de ce bâtiment Alors, il y a le bénéfice du meilleur entretien du matériel et du suivi du matériel. Logiquement, quand un matériel est stocké à l'abri, il vieillit mieux. On voit plus facilement aussi peut-être les pannes. Il revient. Le responsable du matériel va au bâtiment, il peut faire le tour. Voilà, on a tout cet aspect-là. On a aussi ensuite la CUMA. On l'a dit tout à l'heure, c'est une entité juridique, c'est une coopérative qui, si elle n'a pas de bâtiment, on ne sait pas ce que c'est que la CUMA, on ne sait pas où elle est. Elle n'est pas identifiée. Elle n'est pas identifiée. Dès lors qu'il y a un bâtiment, c'est un lieu réel. Il y a une identité physique. On dit on va à la CUMA. Ah ben oui, on va faire la réunion à la CUMA, on va chercher le matériel à la CUMA. Sinon, on va le chercher chez un adhérent de la CUMA. C'est fédérateur d'avoir un bâtiment. Ça, c'est le lieu de rencontre, d'échange ensuite pour tous les adhérents. C'est un espace aussi pour les réunions. Des fois, une CUMA, c'est un groupe, on a dit, d'adhérents. Il peut y avoir des tensions entre les adhérents. Quand on fait la réunion chez le président, on est chez le président. Quand on fait la réunion au bâtiment de la CUMA, on est à la CUMA. Tout le monde est plus ou moins sur le même pied d'égalité. Ouais, tout le monde est un peu chez soi, finalement. Voilà, tout le monde est chez lui. Pour recevoir aussi, c'est plus pratique, un commercial de chez vous, par exemple, on va à la CUMA pour acheter un tracteur, c'est plus simple. Et ça facilite aussi ensuite derrière quand vous avez un support, si vous voulez avoir un salarié, c'est tout de suite plus simple, ne serait-ce que pour qu'il ait un vestiaire, un endroit pour manger, une douche, ça engendre derrière tout de suite pour l'emploi. Quels vont être les freins, les éventuels, peut-être les croyances qui vont limiter ou les difficultés qu'on peut rencontrer dans un projet comme ça de bâtiment en CUMA ? Le bâtiment, il y a deux choses. Il y a l'aspect, il faut trouver l'endroit. Pour trouver l'endroit, il faut un lieu plus ou moins central, on le disait tout à l'heure, qui convienne à tout le monde, qui ait des bons accès, les réseaux. Et puis, une fois qu'on a trouvé la parcelle, il faut que la personne qui a le terrain, il soit d'accord pour vendre aussi. Ce n'est pas toujours le cas. Et il faut argumenter et tout ça. Et ensuite, un bâtiment, c'est comme un salarié. Tout le monde dit que c'est cher. Il faut regarder combien ça coûte. Il faut, nous, le réseau, on peut amener un coût de revient. Leur dire, si vous faites un bâtiment, l'heure du tracteur, au lieu de vous coûter 25 €, elle vous coûtera 25,50 peut-être. Mais ça, faut le chiffrer. On est là pour ça. On est là aussi, des fois, pour aller trouver des partenaires financiers, des aides pour construire ce bâtiment. Et ensuite, on peut aussi, par le biais de vos services, leur proposer que le bâtiment ne soit pas qu'un toit pour protéger et faire un lieu de vie, mais qu'il soit un outil de production. Et là, ça peut baisser le coût la charge du bâtiment au CUMA. Voilà. Donc c'est les principaux freins, c'est cher, mais on ne sait pas ce qu'on va gagner et on ne sait pas en fait vraiment ce que ça va nous coûter. Et finalement, ça peut être aussi une opportunité et ça va nous permettre de faire le lien avec vous. Christophe Alsina, je rappelle que vous êtes donc le directeur de la BU B2B d'Iris Solaris. Est-ce que vous pouvez commencer par nous présenter l'entreprise et ses activités ? Oui, alors écoutez, il faut qu'on revienne. Je remets les slides d'abord. Si j'arrive.
Donc, présentation voilà, d'Iris Solaris, l'entreprise et ses activités. Donc, Iris Solaris, c'est quoi? Déjà, la vision, c'est produire de l'énergie localement, la consommer, la partager. On est le leader dans la construction de bâtiments agricoles photovoltaïques depuis plus de 15 ans. Rien qu'ici, vous regardez, hein, au sommet, on a 3 stands. Là, en face, on en a un magnifique, un autre dans la haute halle là-bas, et un dernier sur l'autoconsommation, justement, dans le bâtiment 4. On fait de l'énergie, on fait de la construction, de l'équipement, et on devient en ce moment fournisseur d'électricité. Iris Solaris, au total, c'est quoi? C'est 600 millions d'euros d'investissement. C'est 2300 centrales en exploitation, 2600 en développement, 300 gigawatts de production. Aujourd'hui, 400 collaborateurs. Dans 2 mois, on devrait être 600, dans 6 mois plutôt. Et on est présent sur presque tout le territoire. Et donc, la problématique que vous mentionniez tout à l'heure du coût de bâtiment, c'est plus un problème quand on travaille avec nous, parce qu'on a la solution. Quelles sont les solutions alors justement pour financer ce bâtiment? Voilà, financer un bâtiment, il y a plusieurs solutions. En fonds propres, c'est là où il y a le plus gros sujet. En partenariat avec vos banques, donc la Banque Populaire, c'est aussi une solution. Ou nous, on peut, dans certains cas, financer et le bâtiment et la centrale photovoltaïque qui est placée sur le bâtiment, dans des cas particuliers, en louant via un bail amphiotique la toiture, en faisant un bail à construction où on construit l'ensemble, ou via d'autres schémas contractuels qui existent. Et là-dessus, on peut être très très innovatif. C'est notre métier. Donc là, aujourd'hui, on était là aussi pour parler d'un point particulier qui peut aider l'ECUMA et ses adhérents à choisir un projet photovoltaïque en toiture. C'est l'autoconsommation collective. L'autoconsommation collective, c'est quoi? Normalement, quand vous avez... on consomme l'électricité tous. Avant, on l'achetait à EDF. Maintenant, on peut l'acheter à d'autres fournisseurs, donc demain Iris Solaris. On peut aussi autoconsommer la production d'une centrale photovoltaïque qu'on a sur nos propres bâtiments. Ça peut être autoconsommation individuelle, quand on est le seul à autoconsommer l'énergie d'un bâtiment. Quand c'est partagé entre plusieurs consommateurs, ça devient l'autoconsommation collective. Donc forcément sur une CUMA, est-ce qu'on est forcément sur de l'autoconsommation collective dans une CUMA? Pas forcément, si la CUMA elle-même consomme toute l'énergie, c'est l'autoconsommation individuelle pratiquement. Si c'est l'ensemble des adhérents ou une partie des adhérents qui consomment sur leurs propres exploitations, ça peut être de l'autoconsommation collective. D'accord. Mais comment ça s'organise techniquement? Alors techniquement, c'est un peu compliqué. En quelques mots simples. À quelques mots, donc il y a un schéma à l'écran, là, je ne sais pas si vous le voyez. Alors déjà, il faut une centrale photovoltaïque. Bâtiment, ou ça peut être autre chose, ça peut être une ombrière, ça peut être sur une centrale au sol. On peut le faire sur tout type de projet photovoltaïque. Il faut déjà une personne morale qui est en charge de l'autoconsommation, qui organise l'autoconsommation, qui définit les clés de répartition entre les adhérents, qui peuvent être variables. Enfin, ça peut être fixé une seule fois, ça peut être variable. Qui gère les adhérents. Il y a une CUMA, il y a un projet d'autoconsommation collective, il n'y a pas forcément tous les adhérents qui vont vouloir en bénéficier, et tous ne sont pas obligés. Donc il faut créer une organisation, une personne morale, la forme juridique à avoir selon les CUMA, avec les experts comptables, avec les avocats, avec les conseillers habituels sur ces sujets des CUMA. On peut aussi aider, on a nos modèles, mais bon, à définir au cas par cas. En fait, il faut définir des statuts qui s'appliquent et nous on s'adapte. Et quels sont les avantages de l'autoconsommation collective? Déjà, c'est vert, c'est énergie verte. 2, le prix, parce qu'on est moins cher qu'EDF. C'est de l'autoconsommation qui vient d'une centrale qui nous appartient, donc qui appartient à la CUMA. Ça permet d'avoir des prix d'énergie compétitifs.
Aujourd'hui, il faut se dire l'énergie solaire est l'énergie la moins chère de toutes, sur toutes les autres technologies d'électricité qui existent. Donc c'est intéressant d'avoir une centrale photovoltaïque. Donc le coût, et puis c'est notre électricité, on est indépendant. Je crois qu'on a un slide là-dessus. Voilà. Et pour la CUMA, ben, ça facilite l'acceptabilité par rapport au modèle sociétal, communautaire, ça décarbonise, ça va c'est dans le sens aujourd'hui. Ça permet éventuellement de développer le réseau d'adhérents. S'il y a une CUMA avec l'autoconsommation sur un bâtiment, il y a un agriculteur qui est juste à côté qui ne fait pas partie de la CUMA, ça va peut-être l'inciter à rejoindre la CUMA. Ce que je disais tout à l'heure, c'est la transition énergétique, c'est une dynamique collective, c'est accès à une électricité verte, locale, bas tarif. Au niveau financier, il y a l'autoconsommation, mais pas que. Selon la taille de la centrale, si l'autoconsommation ne permet pas d'utiliser toute la production de la centrale, le reste est revendu. Donc la centrale permet aussi à la CUMA de gagner de l'argent. Là, il y a plusieurs modèles, je ne crois pas que ce soit le sujet aujourd'hui, mais il y a plusieurs modèles de revente d'électricité qui peuvent aider grandement les CUMA. C'est revenu stable, c'est un investissement sécurisé. Et l'investissement, si nécessaire, on peut le porter nous-mêmes. Donc il n'y a plus de problème d'argent. Merci beaucoup. Est-ce que du côté de la FRCUMA, vous avez accompagné justement des projets d'un bâtiment avec une toiture photovoltaïque? Est-ce que si c'est le cas, vous pouvez nous partager un exemple? Alors moi, pas personnellement, pas encore. Il y en a sur mon territoire qui sont en avec cours Iris Solaris, on en a parlé lundi, qui vont sortir de terre. Donc on a accompagné, alors ma collègue qui est sur le même département que moi, c'est elle qui l'accompagnait par le biais du DINA. Donc oui, on accompagne, il y a des projets qui se font, il y en a eu aussi dans d'autres départements, je pense à la Haute-Loire, dans le Cantal, où il y en a plusieurs qui sont effectifs depuis quelques années déjà. Et on a aussi quelques CUMA qui avaient des bâtiments et qui réfléchissent ou qui ont investi déjà dans des panneaux, soit, comme vous l'avez dit, en propre, soit en location juste de toiture. Il y a des agriculteurs qui le font pour chez eux et ils se disent finalement on pourrait peut-être aussi le faire pour la CUMA et réduire nos coûts au maximum et valoriser les bâtiments existants. Si techniquement aussi c'est faisable, donc il y a des études de faisabilité, mais on accompagne régulièrement et pour rien vous cacher, demain on a une formation d'une journée dans le réseau sur comment accompagner avec le DINA les CUMA qui souhaitent faire du bâtiment. Donc c'est vraiment un sujet important du réseau et on sent qu'il y a du développement dessus. Quels sont les défis que vous identifiez, les défis à relever dans les années à venir sur ce sujet du photovoltaïque pour les CUMA? Alors moi, ce sera plus sur le sujet du bâtiment. Il y a beaucoup d'agriculteurs, enfin d'adhérents ou de présidents de CUMA qui disent, ou de fédérations de CUMA qui disent quand dans la CUMA vous avez un bâtiment, un tracteur, après vous avez le salarié, et là vous avez une vraie CUMA. Et pour nous, le réseau, c'est un peu un enjeu de fédérer par le biais du bâtiment. Les enjeux pour nous, c'est... Aujourd'hui, il y a encore, même si le photovoltaïque, c'est une industrie qui est très très jeune. Il y a 15 ans, ça n'existait pas. Il y a 15 ans, quand on parlait renouvelable, c'était l'éolien. Le photovoltaïque, c'est neuf, donc c'est une industrie jeune qui monte à puissance, qui va continuer à grandir, à prendre la maturité. Donc on peut avoir de temps en temps des bugs de jeunesse, je vais dire, mais ça accompagne cette croissance. Accompagner la croissance et la reconnaissance par les acteurs, par exemple ici les CUMA, les agriculteurs qui nous reconnaissent et qui ne voient pas. Enfin, là on voit ici le principal énergéticien de France, il n'est pas là aujourd'hui. Nous on y est. Donc c'est le futur. EDF va lentement continuer à perdre des parts de marché. Nous on va grandir, mais il faut qu'on se fasse connaître, reconnaître, et pour ça il faut qu'on construise des actifs de qualité. Et donc il y a un enjeu aussi de communication et de faire savoir quels sont les messages clés qu'on a envie de faire passer, que vous avez envie de faire passer sur ces projets-là.
C'est des beaux projets, c'est beau, c'est propre, c'est le futur. Nous, le message, ce qu'on fait, ce qu'on va continuer de faire, c'est de faire du témoignage de ceux qui ont fait, en disant c'est possible, on l'a fait chez nous, c'est reproductible chez vous, donc allez-y, essayez de vous lancer, quoi. Même quand il n'y a pas beaucoup de soleil. On n'est pas tout le temps début octobre à Clermont-Ferrand. Alors, c'est tout le... Non, mais je dis en rigolant, mais il y a une vraie question là-dessus. Alors ouais, il y a une vraie question. Alors, il y a 10 ans, il n'y avait pas un projet photovoltaïque qui se faisait, on va dire, au-dessus de la Loire. Ouais. Parce que le problème d'ensoleillement. Depuis, la technologie a évolué au niveau des modules, au niveau des onduleurs. Enfin, les centrales produisent beaucoup plus avec moins de soleil, on va dire. Et il y a un autre aspect qui est aussi méconnu du grand public, c'est que les prix de l'énergie ne sont plus tous les mêmes. Aujourd'hui, une centrale photovoltaïque n'a plus besoin d'être subventionnée. Jusqu'à maintenant, c'était subventionné. Il y a l'État, via EDF, qui rachetait l'énergie à un prix qui permettait de financer et de construire les centrales. Aujourd'hui, c'est plus nécessaire. On peut aller vendre directement l'électricité sur les marchés en étant rentable. Donc on peut, et de ce fait, on peut construire au-dessus de la Loire. On peut même construire des centrales en Allemagne du Nord. Merci beaucoup pour vos interventions. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on se tourne vers notre public. Ah oui, on peut applaudir. Je voyais un monsieur qui voulait applaudir. Nous, on aime bien les applaudissements. Mais on va se tourner vers vous, pas que pour recueillir des applaudissements, mais aussi pour recueillir vos questions. Donc, si vous souhaitez réagir aux propos de nos experts, poser une question ou témoigner éventuellement de ce que vous avez fait, de ce que vous avez mis en place, n'hésitez pas, je vais venir vers vous avec le micro. Donc, il vous suffit de faire un petit geste de la main et je viens vers vous pour vous amener le micro. Ne soyez pas timide. Il en faut un pour commencer. Voilà, notre courageux, il est là. Merci, monsieur. Oui, je suis à la retraite, donc je suis plus adhérente de CUMA, mais ça gravite autour de nous, les jeunes aussi y sont. Ce que je voulais savoir, c'est dans quelle proportion une CUMA a le droit de financer sur le toit le photovoltaïque et engrancher directement les revenus de la vente si ce n'est pas autoconsommé, par exemple. Alors, parce que normalement, les exploitants, il fallait qu'on fasse une SARL pour la location des bâtiments. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est en CUMA? Le réseau CUMA a œuvré en ce sens et ça fait, je crois, alors 2 ans que les CUMA ont le droit d'être productrices d'énergie verte, que ce soit par de la méthanisation, vente de gaz ou d'électricité, ou par du solaire. Donc aujourd'hui, il n'y a plus besoin de créer de sociétés annexes. Les CUMA ont tout à fait le droit d'être productrices d'énergie verte. Parce que tout ça, quand c'est pour la production, sitôt qu'il y a consommation, même pour la consommation. Sans problème. Ouais. Merci. Est-ce qu'on a une autre personne qui souhaite intervenir, poser une question, réagir, témoigner? Non? C'est que vous voulez aller à l'apéro? Ah non. C'est l'histoire de jouer le jeu. Alors, quand c'est dans l'autoconsommation et si vous êtes producteur, est-ce que vous avez le droit de vendre l'électricité au prix où vous voulez? C'est-à-dire, quand on vend à EDF, on a un prix fixe. Quand c'est Iris Solaris, elle le vend sur le marché avec un prix différent. Et vous, si vous êtes producteur et que vous vendez à vos adhérents, vous pouvez le vendre en faisant un peu plus, un peu moins de bénéfices? Je pense que c'est la même question si c'est la CUMA qui vend ou si c'est Iris Solaris. Le marché est libre, donc c'est le producteur va choisir son prix de revente qui va être, dans la mesure du possible, supérieur à celui du marché de base racheté à 11 centimes aujourd'hui, et pour avoir un revenu, on va dire, supplémentaire pour la CUMA afin de baisser ses charges. Et moins cher que le prix du marché de base du fournisseur historique pour en faire bénéficier ses adhérents. Oui. Le but de la CUMA, c'est pas de faire des bénéfices, c'est de Oui. le répartir entre ses membres. Donc comme le prix de revient est en dessous
on fait du bénéfice quoi, quand on met sur les toits. Quand on le vend 10 euros à EDF, nous, il nous revient à 5 euros. Quoi. Donc, est-ce que vous facturez 5 euros à vos adhérents ou 10 euros pour avoir votre bénéfice? Le premier chose, aujourd'hui, on n'en a pas qui y font, donc je ne sais pas comment ils feront à l'avenir. La seule chose qu'il faut dire, c'est que la CUMA, déjà, elle est obligée, elle n'aura pas le droit de vendre à perte. Donc, il faut faire exactement son coût de revient. Et le but de la CUMA, c'est aussi de sécuriser l'activité, voire des charges qui vont arriver par la suite. S'il y a ce que je disais tout à l'heure, s'il y a un bénéfice sur cette activité, la CUMA pourra se permettre, par exemple sur l'heure du tracteur, de baisser ce coût-là pour faire profiter les adhérents par un autre biais à la fin de réguler. Ça, c'est, on va dire, de la gestion interne et comptable de la CUMA, quoi. Moi, j'ai une question. Est-ce que, du coup, la CUMA joue le rôle de la personne morale organisatrice ou il faut quand même créer une structure dédiée qui va gérer ces flux au niveau de la boucle d'autoconso collective? Alors, en prévision de cette intervention, on a posé la question à notre service juridique national qui nous a dit que la CUMA n'a pas besoin de créer d'autres structures. C'est juste une labellisation, entre guillemets, enfin, à l'acte, qu'elle aura cette fonction aussi à l'avenir. Bonjour, merci pour la présentation, très intéressant. J'avais une question pour Iris Solaris, plutôt par rapport au financement des centrales. Aujourd'hui, les banques sont frileuses, elles sont habituées au tarif EDF obligation d'achat. Comment, une fois que vous avez sécurisé vos contrats avec les adhérents de la CUMA ou avec la CUMA, vous arrivez à vendre le projet aux banques, justement pour lever la dette nécessaire au financement de vos projets? Alors, les banques, ça ne leur change pas grand-chose, parce que le projet est rentable par lui-même. Il y a une partie d'autoconsommation et dans la majorité des cas, il y a plus que de l'autoconsommation. Donc il y a la revente de l'énergie sur le marché ou via les tarifs comme avant, les guichets ouverts, on va dire. Donc pour les banques, ça ne change pas grand-chose. Plutôt favorable. Ça peut être plus favorable, oui. Oui, aujourd'hui, pour répondre au niveau des banques, on a effectivement, enfin, on regarde ces dossiers d'autoconso collective, puisque à partir du moment où on reste dans cette boucle-là, on va déterminer les prix, entre guillemets, de gré à gré, pour que ce soit dans un rapport gagnant-gagnant. Et dans tous les cas, s'il y a de la revente, on a une porte de sortie. Donc en fait, on sécurise le BP. Donc pour nous, enfin, il n'y a pas de risque, il n'y a pas plus de risque dans ce cadre-là que dans un autre. Et c'est beaucoup plus vertueux pour l'ensemble de la communauté, entre guillemets, de cette boucle d'autoconso collective. Merci. Quelqu'un d'autre? On a encore quelques minutes, donc si vous voulez profiter de la présence des experts pour poser une question ou intervenir, allez-y. Non, peut-être... Où ça? Non, mais je ne veux pas monopoliser, c'est pour le débat. Hein, parce que vous faites des contrats sur combien de temps? Comme EDF, sur 20 ans Normalement sur 20 ans. Après, c'est flexible, ça peut aller de 10, 12 jusqu'à 30 ans. Alors, je ne suis pas d'accord avec le raisonnement. Quand on met sur les toits avec EDF, le Crédit Agricole, il n'a aucun souci, puisqu'il n'a qu'à prendre la revente que fait EDF. Quand c'est avec un interlocuteur privé, s'il fait faillite, je m'excuse, hein, je ne veux pas vous... c'est plus dangereux, quoi. Oui, mais ça ne change rien. Il y a toujours, là, il y a de l'autoconsommation passée à des adhérents de CUMA. S'ils ne sont plus là, on revend la production sur le marché. Enfin, ou à EDF via le tarif. C'est pour ça. Oui, alors c'est pas une question, mais c'est juste une petite remarque ou un complément pour la CUMA. Je suis président de CUMA et faire attention quand les PLU sont en train d'être modifiés, que les zones agricoles soient bien marquées, constructibles, pour les CUMA aussi. On est d'accord. Oui, parce qu'une zone agricole simple, il n'y a pas possibilité pour une CUMA de construire un bâtiment. Il faut qu'il y ait la ligne constructible agricole. Et oui, on est considéré comme des bâtiments industriels,
ou artisanaux. Donc dans ce cas-là, on doit aller dans les zones artisanales. Effectivement, sur les zones de constructibilité, les zones agricoles sont des zones protégées par nature et seule une activité agricole peut être éligible à un certificat d'urbanisme sur ces zones. Par contre, au-delà de ça, l'autoconso collective permet d'inclure éventuellement la collectivité dans le projet et d'avoir une meilleure acceptabilité du projet de construction par la CUMA, dans la mesure où la production d'électricité peut être revendue également directement à la commune. Donc on peut inclure la commune pour lui fournir l'électricité, pour alimenter par exemple l'école communale, éventuellement une piscine, ou même les réseaux d'électrique, enfin bref, de la commune. Donc ce qui va permettre d'intégrer le projet de la CUMA déjà dans le projet sociétal. Ça, c'est une chose qui permet d'avoir une meilleure acceptabilité des PLU. Ensuite, on arrive aussi sur des obligations légales qui ont été ancrées par la loi APER. Les communes ont aussi obligation de créer des zones d'accélération des énergies renouvelables. Donc on va également dans ce sens-là. On va pouvoir faire cette connexion entre ces problématiques pour trouver une solution. Pour revenir sur la partie contractuelle, effectivement, on parle d'autoconsommation collective avec revente de surplus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a effectivement un contrat de rachat avec EDF-OA qui va nous sécuriser un BP pour nos amis banquiers, où là, on va analyser le projet en mode dégradé. Donc, on a cette rentabilité qui existe. Donc, on a un projet qui est rentable sur cette durée. La vente d'électricité qu'on aura avec un consommateur particulier, privé, qui effectivement peut faire faillite du jour au lendemain, n'est qu'un bénéfice supplémentaire dans le projet. Ensuite, au moment où ce consommateur fait défaut, on trouve un nouveau consommateur. Et c'est le rôle de la PMO. La PMO a charge de mettre d'accord les producteurs et les consommateurs, de garantir que le producteur fournit un volume d'électricité et que le consommateur ait ce volume d'électricité. Donc charge à la PMO de trouver le remplaçant pour consommer cette électricité qui serait normalement revendue à un tarif dégradé, qui tout de même fait fonctionner un BP. Donc l'opération sur la durée reste rentable avec le tarif minimum de DFOA. C'est un filet de sécurité dans le projet, ce qui permet aux banques de financer le projet. Ensuite, la PMO a tout intérêt à trouver un nouveau consommateur, puisque cette structure PMO n'est rémunérée que sur le flux d'électricité. Donc s'il n'y a pas de consommateur, elle ne gagne pas d'argent. Il n'y a pas de durée d'obligation. Quand on parle de contrat, on a un contrat sur 20 ans avec EDF-OA pour la vente d'électricité. Par contre, avec notre consommateur, on a un contrat qui se rompt à tout moment. Il n'y a pas d'obligation. Il y a une dédite d'un certain nombre de jours pour permettre à la PMO de se retourner et de trouver un nouveau consommateur. Mais il y a une liberté pour le consommateur de se désengager à tout moment. Pour faire assez simple. Donc on est sur quelque chose d'assez libre qui permet d'avoir une valorisation supplémentaire et une économie pour le consommateur et une valorisation supplémentaire pour le producteur. Voilà. Et pour faire le lien avec le projet de la FNCUMA et le réseau CUMA, l'objectif c'est vraiment d'avoir un investissement collectif qui soit valorisé collectivement en profitant à tout le monde et en permettant d'avoir une meilleure acceptabilité du projet au sein de la commune, des agriculteurs et des exploitations environnantes. Pour faire une synthèse un petit peu des remarques. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole? On a fait le tour. Écoutez, merci beaucoup à tous les deux pour votre présence et pour vos interventions très intéressantes ce soir. C'était donc notre dernière conférence de l'après-midi. Les applaudissements sont timides. Je pense que quand même, on pourrait faire un peu mieux. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir assisté à la conférence et d'avoir posé vos questions. Pour ma part, moi, je vous retrouve demain matin, ici même, à partir de 9h. On parlera de méthanisation, de toiture photovoltaïque à nouveau et aussi d'agrivoltaïsme. Bonne soirée à tous. Profitez bien du sommet et du reste de votre soirée et à demain.